Bon pour la hauteur, là, les gars? Ah ouais. Ça suffit pour la hauteur, il n'y a pas besoin de plus. Ok. Premier jour de navigation, donc première matinée avec beaucoup d'excitation. Content de retrouver toute l'équipe pour aller découvrir la machine vraiment en mer. Une fois qu'on a hissé, on se fera un point manœuvre. Tu veux qu'on fasse un petit tour de cockpit avant? Parce que si on attend... Ouais, on refera pour lui. Et j'ai un petit coup de fil diff en me disant que tant que le virement n'est pas passé, on peut pas aller naviguer. Il nous manque l'acte de vente officiel pour pouvoir mettre le bateau administrativement à notre nom et engager le bateau officiellement pour la course. Pour ça, il faut que notre virement arrive chez Gitana. C'est la base du commerce, hein. C'est hyper simple. Sauf que nous, on était là, prêts à naviguer, le moteur est démarré, prêts à larguer les amarres. Et puis, l'argent, il n'est toujours pas sur le compte. J'appelle Samuel, j'explique la situation à Samuel qui dit « on part, tant pis, on n'attend pas ». Ok, donc on n'attend pas le feu vert. On sait que c'est chaud de prendre cette décision, on la prend. On va naviguer. Doucement derrière. Et simultanément, toutes les infos arrivent, le virement arrive chez Rothschild. Donc une petite histoire rocambolesque à 3 jours d'un départ de course. Il y a une pression qui rentre. Ouais. Dès qu'on a la course, on peut peut-être se faire un virement tranquille pour avoir un premier offset devant. Ouais, et on sera content pour la suite. Lors de cette première nave, j'étais plutôt, même si j'étais skipper du bateau, très à l'écoute de Julien, parce que c'est le seul qui connaissait la machine. Donc foil down, tous ensemble. Ouais. Et après, c'est le démarrage de l'enchaînement. On fait foil up, là, va falloir le pomper pour que ça monte. Ouais. Et après, on bascule, nous, sur le bordé. Donc j'étais plutôt concentré aussi à écouter, regarder ses gestes, essayer de voir ce qu'il faisait à bord. C'est sûr que j'avais cette carte-là dans mon jeu. Ce que tu peux faire, c'est genre te prendre du moule, là, et tu laisses ton taquet fermé. Le fait de connaître bien ce bateau, c'était du temps de gagner dans une saison assez compressée, entre une mise à l'eau au mois de juillet et notre gros objectif qui est fin octobre. C'est assez peu pour prendre en main et découvrir un bateau qu'on ne connaît pas. Prends la barre, Julien, et dis-moi ce que t'en penses. Je vais regarder comme ça de l'extérieur. C'est vrai que les conditions étaient vraiment calmes. On se dit, bon, ça va pas voler cet après-midi, mais c'est pas très grave. On discute avec Julien et il dit, mais non, mais là, ça peut voler. Il y a 12 nœuds de vent, ça peut voler. Et ça vole? Voilà, c'est vraiment, on est au tout début du vol. On était presque à pas y croire avec l'équipe parce qu'on n'était pas habitué à pouvoir voler dans ces conditions-là. Pour eux, c'est un peu inédit de décoller dans ces conditions de vent-là aussi facilement et avec ce niveau de stabilité. Donc ils ont la banane en se disant « Ah ouais, bon, ok, c'est un autre univers ». Je me souviendrai vraiment longtemps de cette première nave où les sourires étaient gravés sur les visages de tout le monde. La première fois qu'on a décollé avec le bateau. Ouais, c'est cool, Et c'est un moment de plaisir pur, presque un moment de communion avec toute l'équipe. On se dit, mais c'est quoi ce bateau? C'est quoi cette machine? On n'aurait jamais volé dans cette condition-là avec l'ancien bateau. Ah, T'as vu comme ça démarre à plat, ça fait 15 jours. on se faisait mal avec l'ancien bateau comme ça. Voilà, tu peux lâcher la barre, hein. Il va tout droit, le bateau. Gitana 17, du coup, qui a été mis à l'eau en 2017. Lui a été pensé vraiment autour du vol. Donc l'architecte, Guillaume Verdier, a vraiment structuré le bateau pour voler.
Guillaume Verdier, c'est un architecte naval reconnu qui a dessiné les bateaux les plus rapides du monde ces dernières années. Ça va du Mini 650 jusqu'à l'Ultime, en passant par les bateaux de la Coupe de l'América. C'est des bateaux qui vont vite et qui ont souvent été sur les premières places du podium. Donc un bateau, c'est comme une table stable à 4 pieds. On est reposé sur l'eau sur un foil, un plan porteur de safran de coque centrale, un plan porteur de safran de flotteur et l'aile de raie. Et donc c'est vraiment ça qui nous crée de la stabilité. Ces 4 plans porteurs, ces 4 pieds de cette table, on peut vraiment les régler indépendamment. Donc on a des petits volets derrière chaque safran pour stabiliser le vol. On a le foil principal où on change l'incidence du foil pour essayer de vraiment décoller le bateau. Et aussi avec cette aile de raie. On pousse bien à fond sur l'aile de raie toujours ? Je suis à fond en aile de raie. Par rapport à Actual 3, ils ont pu designer une aile de raie beaucoup plus grande et performante parce que la structure du bateau permet de tirer beaucoup plus fort ou de pousser beaucoup plus fort avec cette aile de raie. L'aile de raie, c'est vraiment le plan porteur en bas de la dérive qui nous permettent de stabiliser aussi vraiment le bateau. Et je pense qu'ils ont créé une petite révolution au sein de cette dérive. On appelle ça l'aile de raie parce que ça ressemble vraiment au poisson d'aile de raie, quoi, en forme de, de losange. Un grand losange, très long en envergure, très fin sur les extrémités. Mais par contre, elle est pas molle comme le poisson, c'est un truc vraiment dur, quoi. Cette aile de raie, elle est là pour compléter l'effort vertical des foils, où on va dire que ça va être 80% sur le foil et 20% sur la coque centrale. Au moment du vol, on peut vraiment régler l'incidence de cette aile de raie pour porter plus ou moins le bateau en fonction de la hauteur de vol qu'on cherche à avoir. Le bateau, quand il vole, il va plus vite parce qu'il n'a plus rien dans l'eau. Il n'a plus que ses foils dans l'eau. Maintenant, pour tenir le bateau en assiette, à la fois de l'avant vers l'arrière ou de droite à gauche, il faut quand même pouvoir régler cette position-là. L'aile de raie sous la dérive permet de garder le bateau dans sa bonne position pour qu'il ne retombe pas dans l'eau dès qu'il va se mettre à voler. En fait, il ne s'agit pas de voler, simplement, il s'agit de rester en vol. On connaissait le truc avant, on savait qu'il en fallait, on en avait même à bord d'Actual Ultime 3. Hein. Par contre, l'évolution de la techno qu'on a découvert sur Gitana 17 nous a fait comprendre beaucoup de choses. Bon allez, on y va. On peut larguer les traversiers. Marche avant légère, Ronan. Ralentir un poil. Ok les Ods, c'est good. Merci les gars. Je sens que dès le deuxième jour, l'équipage il a déjà intégré pas mal de petits trucs du mode d'emploi. Donc bon, on peut faire une semaine de validation technique ou alors on peut se dire, bah vas-y, on commence à s'entraîner en même temps qu'on valide techniquement le bateau. T'hésites pas à pousser à l'aile de raie pour aider à décoller? Bon, on est à fond là, on est à 7. Ah, le bateau commence à être bien. Et moi, le mode d'emploi des manœuvres en équipage, je l'ai bien en tête. Donc je me dis, dans un temps aussi court, il faut essayer de s'entraîner direct. Bah, ça le fait bien, quoi. On est prêt à choquer le chien, c'est bien. Alors là, il va décoller. T'es prêt à grinder pour monter le chariot? Ouais. Alors, Anto, t'as le smile ou? Je suis dans quel état d'esprit à ce moment-là un peu comme la veille. Je pense pas que ce soit vraiment les vitesses de pointe qui m'ont le plus impressionné.
ça reste la stabilité de vol. C'est les mouvements et les bruits autour de la vitesse des 40 nœuds qui m'ont vraiment étonné. Notre but, c'est pas de faire des pointes de vitesse, c'est d'avoir une vitesse moyenne très élevée. Et la stabilité de vol, c'est l'élément principal pour être performant. Ouais, il y a 14 nœuds. Peut-être 15, 16. Ça va tartiner. C'est vrai qu'avec l'ancien bateau, quand t'es à plus de 40 nœuds, ça vibre, ça tremble. T'as l'impression que t'es un peu embuté de la machine. Ok, j'y vais. Et là, on sentait qu'elle avait encore sous le coude, qu'avec plus de vent, ça allait encore accélérer, mais qu'on se sent toujours en sécurité, qu'on a même envie de reborder les voiles. On a même envie d'encore plus essayer de pousser la machine. Ouais, ça tire à l'aile de raie. Et on sent que le cercle vertueux, il est là. On peut pas, même en naviguant récemment sur le bateau et connaissant le bateau, on peut pas se laisser blaser de faire ces choses-là. Le bateau, il est fabuleux. Ces bateaux, en général, les trimarans ultimes sont fabuleux. Ok. Ok, c'est parti. Aller au-dessus de 30 nœuds, c'était très souvent, ce qui est déjà une barre énorme pour le commun des mortels ou n'importe quel bateau à voile. Après, la barre des 40 nœuds, c'est celle qui fait un peu un petit warning pour se dire qu'on rentre dans un état de vigilance un peu supérieur. Et puis après, on n'en parle plus. Au-dessus de 45, c'est vraiment plus rare. Là, tu commences à avoir envie d'appeler ta mère. J'ai déjà fait 48, 49 sur celui-là. Faut le slip marron, comme dirait Loïc Perron. Et de là, aller 50 nœuds, ouais. C'est pas forcément recommandé pour que ça se termine bien. Ah, il y a un problème, souci de baume là. Attends, je vais aller voir. Tu peux voir? Oui, comme ça. Pendant ce deuxième jour de nav, on se rend compte qu'il y a une fissure sur la baume. Dur à dire si elle s'est fait là ou elle était là probablement avant, était passée un peu entre les mailles du filet des tchèques du bateau régulier. Là, on voit bien que ça a pété après peinture, parce que la peinture était nickel. C'est bizarre, quoi. Une baume fissurée, ça peut complètement casser en deux. Sur ces bateaux-là, ces machines-là, si une pièce casse en deux, on peut pas, avec nos petites mains, essayer de la remboîter ou essayer de sécuriser. Ça peut vraiment endommager encore d'autres pièces et être assez catastrophique. Et donc, se pose un peu la question de faire la course avec ce petit risque-là ou de le réparer. Enfin, voilà, donc il a fallu un peu traiter le problème. En niveau de temps, c'est casse-couille, mais c'est pas la panique. Hein. Mais bon, en tout cas, on peut pas naviguer. On peut pas faire le fast-net comme ça. Non. Ouais. Alors là, c'est le genre de coup de fil que vraiment on n'a pas envie de recevoir. Du coup, ouais, on rentre. Ouais. On va prendre un riz, 2 riz, on a pris un GG, on aura checké ça déjà. Et puis, ça marche. Mais là, c'est vraiment la tuile. Michel. Bah, faut faire quelque chose. Pour le fast-net, hein. On va en discuter. En fait, le seul truc qui met du stress, c'est le fast-net qui est jeudi. C'est que ça. Ma première réaction, alors je ne le communique pas, mais je me dis merde, qu'est-ce que j'ai oublié de regarder? Ça part sur une proposition d'un sanglage au contact. De ce qu'on voit, on part sur un plan comme ça. Tout de suite, je préviens l'équipe composite. On va dire que là, ce soir, on va avoir du boulot. Dans un team d'ultime, on a vraiment tout un panel de personnes qui sont qualifiées et qui sont expertes dans des domaines particuliers. On peut lever la voile là? Ouais, vas-y. Vas-y Lolo. Ouais, c'est bon. Ok. C'est bon, Julien? On est content là. Donc, un laboratoire qui se monte en très peu de temps sur un quai suite à une avarie, c'est quelque chose qui peut être impressionnant, mais en fait qui ne l'est pas tant parce que c'est quelque chose qui se fait en fait. Elles doivent être expertes dans leur domaine, trouver des solutions d'urgence très rapidement pour permettre aux skippers de repartir en course ou de repartir en entraînement
le plus vite possible et en toute sécurité. Je suis pas du tout inquiet pour la fissure en elle-même. Des casses, des problèmes sur nos machines, on en voit tous les jours. On est plutôt inquiet pour la course à venir. C'est important pour nous, pour l'équipe, pour l'amateur d'être présent à la Fastnet. Et on veut surtout pas être en échec en fait par rapport à ça. On pourrait même le prendre comme un échec. C'est bon? Ok, bon, Julien. On est content là. Tout le monde se retrouve un peu autour de la pièce abîmée et un petit conciliabule pour vite sortir la meilleure solution de l'immédiat. Pour faire la pose de rien, tu sais que tu fais un nœud d'arrêt derrière. Ce qui était que c'était une réparation de fortune. Là, on voit la purée. Et là, on va masquer ici, on va masquer fort. Là. Quelque chose de tout à fait costaud pour courir le Fastnet. L'intégralité du bateau, c'est des matériaux composites, donc c'est composé de fibres de carbone et de résine. Donc c'est très facile à réparer. En préparant la surface pour assurer une bonne adhérence, on revient appliquer des tissus de carbone qu'on va coller ensemble avec de la résine. Là, Rémi va nous envoyer la résine, les tissus. On bobine le bordel. On laisse sécher, on cuit et c'est reparti. Et après le reste, on verra plus tard. Et puis on enroule la baume avec du carbone pour la renforcer. On met même un peu plus de matière que ce qu'il faudrait pour être sûr que ça tienne. C'est exactement comme un pansement, on va pouvoir l'enlever quand on aura un peu plus de temps pour réparer correctement. On a fait réparation de guerre, quoi. Enfin, tu vois, on a fait un truc assez moche et assez rapide, mais solide. Là, faut pas se gaufrer, parce que le bateau, ça dans 1 heure. 4 heures après, on a une réparation de fortune et on sait qu'on va pouvoir participer à la Fastnet. Étape suivante maintenant, envoyer tranquillement pour l'Angleterre pour être demain matin sur la ligne de départ de la Fastnet Race 2025 sur Actual Team 4. Ce convoyage pour aller au Fastnet, il est très chouette. On part avec bien plus de certitude que 2 jours avant quand on n'avait pas encore navigué avec le bateau. Là, tu peux pas beaucoup abattre, t'as un petit voilier dessus. Je suis un peu au présent. Ouais, comme ça. On est large en fait. On est large, hein. Et là, on rentre concrètement dans l'élément. Avec Julien, les navigants, les personnes qui sont vraiment professionnelles de la course, des navigations. Et c'est aussi un moment que j'apprécie parce qu'on n'a pas souvent des courses non plus en équipage à 6 personnes à bord. Chaque minute, chaque seconde, on a une courbe de progression qui est énorme et on apprend à chaque fois, à chaque moment, à chaque instant. Toute navigation est une bonne façon de s'entraîner. Il n'y a pas de navigation qui ne serve à rien. Pendant qu'on voyage, on valide que le bateau il est prêt à prendre le départ du Fastnet. Pour la Fastnet Race, c'est indispensable d'avoir navigué, d'avoir essayé des choses. Je pense qu'on manque un peu de règle de foil. Faut mettre un peu plus de safran du coup. Et humainement, découvrir cette machine à plusieurs, ça rassure. C'est la merde, on va couler. On se rend compte qu'il y a une petite voie d'eau dans le flotteur tribord, donc le flotteur à droite. Le but, c'est essayer de savoir ce qui s'est passé, d'où ça vient. Essayer de voir la quantité d'eau aussi à la minute que l'on prend. Ça peut nous rendre moins performants. Quand j'apprends qu'ils ont une voie d'eau, je suis assez inquiet. Parce que je sais que c'est des choses qui peuvent arriver quand on met un bateau à l'eau et qu'on n'a pas beaucoup navigué avec, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps d'éprouver tous les systèmes. Et c'est pour ça qu'on navigue beaucoup avant les régates, c'est pour éviter ce genre d'imprévu. D'avoir une éclope, une éponge et un seau.
Je demande un seau, une éponge, mais c'est aussi mon caractère. J'aime bien le petit côté bricole, MacGyver. Voilà, d'aller éponger dans un flotteur, c'est aussi des tâches ingrates. On va voir, on va regarder. Mais moi, ça me dérange pas. Dans la course au linge en solitaire, on est habitué à gérer une emmerde par jour, un problème par jour. Et j'aime bien mettre la main dans la colle et essayer de trouver des solutions. On est spécialiste de rien, mais on doit quand même comprendre les rudiments d'un peu partout. On est spécialiste de la course et on est des athlètes qui doivent gagner des courses et mener ces bateaux. Mais on peut pas non plus être aussi fort que le responsable de l'électronique ou le responsable de l'hydraulique ou de la mécanique. Donc on passe beaucoup de temps à comprendre, à se former et à essayer de mettre un peu les mains dedans pour bien connaître le bateau dans ses moindres recoins. Et c'est ce que Anto fait dès cette première course. Et c'est une partie de notre métier, de bricoler et trouver des solutions avec un couteau, une pince et du scotch. Le moindre petit problème ou souci de jeunesse, il veut avoir les yeux dessus, aller voir, aider, comprendre, parce que c'est le meilleur moyen de découvrir cette nouvelle machine pour lui. Tu veux... Je te fasse chauffer un plat? Ouais, d'accord. Lasagne ou poisson? Lasagne. Et c'était notre première navigation de nuit. Donc ça nous a donné un avant-goût aussi de l'atmosphère du bateau de nuit, avec son organisation, ses bannettes. Oh, ce lit. Je le meuble à la maison. Et c'est vraiment à ce moment-là où on commence à vivre avec le bateau et à vivre sur le bateau. Des navigations à la journée, on descend pas trop à l'intérieur, on dort pas, on s'allonge pas. Et pendant ce qu'on voyage, tu testes pour la première fois la bannette, tu lances des routages, tu reprends des fichiers météo et ça y est, tu commences à rentrer dans un rythme de course au large ou de offshore. Et en plus, ces bateaux sont faits pour ça. On arrive aux Needles avant de rentrer dans le Solent. Demain matin, on le fait du jour. Pour arriver à Cos, pour la ligne de départ. On va quand même faire une course fabuleuse. Le Fastnet, c'est une course mythique qu'on voit pour traverser la Manche, pour aller dans le Solent, ce bras de mer qui est entre la côte anglaise et l'île de Wight. On sait que petit à petit, on va retrouver plein de bateaux. Une ambiance de course au large très britannique qui nous fait du bien un peu de sortir un peu de notre Bretagne Sud. C'est important d'être sur la Fastnet parce que la Fastnet, pour nous, c'est un peu le kick-off qui ouvre notre saison voile. On vient de passer 6 mois de chantier. On sait que si on ne tient pas cet objectif, ça veut dire qu'on ne sera pas nécessairement prêt derrière en août pour gérer les qualifs pour la Transat. Donc c'est une très grande fierté et satisfaction de se retrouver au départ du Fastnet parce que c'était pas gagné, les timings étaient chauds jusqu'à la dernière seconde. C'est notre premier succès en réalité, aligner le bateau pour le départ de la Fastnet. Il y a quelques courses comme ça qui mélangent aussi plusieurs séries de bateaux, des beaucoup plus petits bateaux, des amateurs, des professionnels. Il y a un mythe autour de cette course qui est sympa et c'est génial avec nos grands bateaux de pouvoir aller y participer. La Fastnet Race, c'est une course incontournable, surtout dans notre calendrier. C'est la première course pour le bateau. On en a besoin pour progresser. Ok, elle est tôt, mais elle est indispensable pour nous. Sur le plan sportif, l'expérience montre que le fait de prendre un départ de course, de se mettre une logique d'un compte à rebours de départ de course, comme exercice de performance, il n'y a pas mieux que cette mise en condition de départ de course. En fait, c'est des choses qu'on n'arrive pas à simuler. C'est quand même un pari un peu risqué quand on regarde la réalité
des investissements, du temps imparti, des risques, etc. On est dans une course où il y a beaucoup de bateaux. On n'est pas tout seul sur le plan d'eau, donc il faut être hyper vigilant. Ils ne connaissent pas le bateau, ils ne connaissent pas ses sons, ils ne connaissent pas sa manière de réagir. Anthony n'a pas nécessairement les sensations de la barre. Enfin bon, bref, voilà. Donc un apprentissage qui est extrêmement court. C'est sûr que ce n'est pas hyper rassurant et on se dit que c'est quand même un pari un peu fou quand même. On s'est mis une pression nous-mêmes, parce que c'est nous qui nous mettons cette pression-là, personne ne nous l'a imposée. Et c'est un peu fou, ouais. Plusieurs objectifs. Prendre le départ, couper la ligne d'arrivée, pas faire de bêtises. On peut vite, pendant une course, aller trop vite, vouloir trop faire bien ou faire trop et casser la machine. La première chose qu'on veut montrer en prenant le départ du Fastnet, c'est qu'on est là. Tout le monde sait que le bateau il était mis à l'eau une semaine avant et que tout le monde mesure la performance que ça représente d'être au départ de façon compétitive. Donc, que ce soit bien clair, le team actuel, on n'est pas là pour plaisanter, quoi. En face de nous, Armel Lecléage, Banque Populaire, Sodebo, Thomas Coville, SVR, de Tom Laperche. Je vais pas faire toute la liste, mais c'est que des super marins professionnels de la voile, de la course au large. On veut leur montrer qu'on est là, qu'on a une belle machine, que même avec 2 jours d'entraînement et un convoyage, on est compétitif et qu'on va faire en sorte de les chatouiller dès les premières navigations. Je sais pas s'ils ont peur, parce que moi, l'idée d'avoir peur de moi, ça m'ennuie un peu. Mais en tout cas, la façon dont on est observé est révélatrice du sérieux avec lequel la concurrence nous observe. L'objectif, c'est quand même d'être sur un podium et si possible de gagner. On va pas se mentir. Et ça, Anto, il le sait. Nos concurrents le savent. Tout le monde le sait. Personne ne se le dit. Mais on est quand même là pour ça. Ça va bien? Ça va, Samuel? Ouais, très bien, super. Vous allez Ça va? bien? Ouais, très bien, super. Venez. Bon, première course? Bah oui, c'est le... On y est enfin? Bah, ils ont pas dansé de pluie, là, ça va? Non, normalement c'est bon. Très bien. Les conditions pour le départ sont cool. Ah, très bien. Je vais appeler Anthony. Je vais essayer de la voir là, dans 5 minutes. Le départ est à quelle heure? C'est midi 10? C'est midi, je crois, le départ. Midi pile. Il me semble. Ouais, et ça, le live commence à 11h45. Très bien. Bon, on va essayer de la voir sur l'eau. Là, il doit être sur le plan d'eau, j'imagine. Oui, c'est sûr. Le parcours du Fastnet, ça part d'Île de Wight, qui est à peu près au milieu de la côte sud de l'Angleterre. Ça allonge la côte jusqu'à la Cornouaille, et après, ça va chercher le rocher du Fastnet, qui est à la pointe sud-ouest de l'Irlande. L'arrivée est à Cherbourg. Le départ, ça se joue dans le Solent, qui est entre l'île de Wight et les côtes sud de l'Angleterre. C'est pas très large, il y a beaucoup de bateaux. Je vais abattre derrière Banque Pop. Enfin, je vais virer et abattre. C'est un peu le truc d'un peu de tous les dangers, enfin. Je viens de pointer la ligne pour essayer de prendre le meilleur départ possible. Le feeling qui rentre en jeu est important. C'est sûr que, qui plus est, ça se passe dans un endroit qui est assez restreint en termes d'espace navigable. Là-bas, le trafic des conteneurs, des cargos, le trafic des navettes qui passent du continent à l'île de Wight ne s'arrête pas forcément pour autant. Plus là-dessus, on rajoute environ 500 bateaux de course qui font de 6 à 30 mètres. Donc quand on arrive avec les plus gros là-dedans, on n'a qu'une envie, c'est de ne pas abîmer le bateau au départ et en même temps de prendre un bon départ. Allô Samuel, ça va bien? Bah, et toi? Bon, on est T'es où, là? sur la ligne de départ. On est en train de positionner la ligne et puis voilà, le bateau est prêt. Il n'y a pas trop de vent et voilà. Il y aura quelques choix de voile qui seront importants. Donc ça va ouvrir un peu le jeu, donc c'est plutôt très bien. Bon, super. Très bien. Et l'équipage, va comment? Tout le monde va bien? L'équipage, tout va bien. Tout le monde a un peu dormi. Cette nuit, on s'est un peu relayé là. Maintenant, les cartes sont entre nos mains.
Écoutez les gars, voilà, go, bon vent à tous, faites-nous de belles choses. Merci beaucoup Samuel, et puis je vais... Transmettre les encouragements à tout l'équipage. Exactement. Bon, merci Anto. Allez. Salut Anto. Merci, bonne journée. Salut, Bonne ciao, journée. ciao, ciao. Merci Damien. Ciao, ciao. Il y a une part de psychologique dans tout ça aussi, où finalement, à partir du moment où on dit on a un marin qui est juste incroyable, qui a un potentiel de dingue, et on a un bateau qui est potentiellement le bateau qui a gagné les dernières courses. On est en principe en capacité d'être favori. Si on marque les esprits tout de suite, si on réussit notre départ psychologiquement, ça dit qui prend la main sur les autres. Et ça, c'est très important, parce que si on peut faire douter les autres teams, ça peut être intéressant. Ouais, ça va pas être simple. Ça va être un peu galère avec les multi 50. Oui, salut Yves. Je suis avec Damien. Il vient de me débriefer là, sur la séquence de cette semaine. Et puis je viens d'avoir Anto et l'équipage. Ils ont le couteau entre les dents. Donc ils ont l'air prêts. Super. Eh ben, bon suivi. À tout à l'heure, Samuel. Merci, à tout à l'heure. À plus tard. Ciao. Salut Yves, ciao. On y va? On va se mettre en main? Oui. Bon, le chef est content. Enfin, il a l'air en tout cas. On n'est pas loin du début de procédure. On va regarder si le live est lancé. C'est quand même une course mythique. Ah oui, oui. Ah, c'est beau. La ligne de départ est ici, en vert. Donc, ça c'est Sodebo ici, Actual, Banque Populaire, SVR. Faut y aller là, tu lances? 600 mètres. Faut que j'accélère? Ouais. Ok, Jabba, derrière. Mento est très fort pour prendre des départs engagés. À chaque fois, je prends plutôt des bons départs par rapport à la concurrence. Et là, il y a un petit stress qui s'installe. Ok. Les relances du bateau, la manière dont il accélère, on est en apprentissage. Ok, donc ils sont Pas le départ de l'année. Non. On est un peu sous-toilé. Un peu sous-toilé. Ouais. Tout contre le courant, là, on voit bien. Ok, faut pas trop tirer sur l'écoute. Ok, maintenant. Top. Je vois le départ, je me dis punaise, on a le sentiment qu'il est sous-toilé, donc pas le sentiment d'un départ ouf, tel qu'on peut l'imaginer et le rêver. Anthony est un garçon raisonnable. Il a un nouveau bateau, c'est un beau jouet, et on ne met pas plein de gaz au départ. Par contre, entre je mets pas plein de gaz et j'ai une démarche très prudente, il est parti un peu moins vite que les autres. À ce moment-là, je suis un peu déçu parce que je me dis, on a un projet gagnant, il faut qu'on occupe la place tout de suite. Quelqu'un peut checker le croisement? Peut le faire maintenant peut-être. Là, ça serait bien de voir le premier virement quand même. Ok, on vire. Transfert main. 3, 2, 1. On part face au vent, donc il y a des bords à tirer dans le Solent. Et c'est pas large, donc il y a plusieurs manœuvres qui s'enchaînent et ça doit être en tout et pour tout le 8e ou le 9e virement qu'on fait en tant qu'équipage sur ce bateau-là. Donc tout n'est pas parfait en termes de manœuvre, tout n'est pas parfait en termes de réglage. Ok. Un départ, c'est un moment qui est assez stressant dans les courses à la voile d'une manière générale. Il se passe beaucoup de choses. Il y a le chronomètre qui tourne, le compte à rebours, et il y a toujours une délivrance au moment du top départ.
Bon là, la délivrance, elle était là, sauf qu'on n'était pas très bien placé. C'est là où Samuel ne devait pas être très content. C'est un départ qui est pas très engagé, un peu sous-toilé. Peut-être pas le meilleur choix de voile pour le départ, ouais. Je pense qu'il a joué la carte de la sûreté. Donc départ prudent. Départ prudent. Samuel, il a envie de gagner tout le temps. Ce qui est normal. Samuel, il a envie de voir Actual devant tout le temps. Et quand Actual n'est pas devant, Samuel, il appelle pourquoi on n'est pas devant? C'est complètement normal. Un bateau devant, il n'y en a qu'un. Et on est 4 à vouloir l'être. Donc, des fois, c'est pas nous. Il y a du voilier devant. Ouais. On y va maintenant. Ça marche? Très vite, le naturel revient au galop. Vous mettez 2 bouées, une ligne de départ, une ligne d'arrivée et 3 concurrents et on a envie de faire la course. Donc assez vite évacuer la pression du départ et de la sortie du Solent et du monde. On se retrouve avec nos 3 adversaires ultimes et on a envie de jouer devant. Par rapport à nos adversaires, on commence à prendre la mesure du bateau. On a surtout Sodebo qui est à notre vent, qui est assez proche de nous. On peut aller avant Sodebo si tu veux. Ouais, ça peut être pas mal, non? Ouais, vas-y. Quel transfert? Ouais, il y va. On l'utilise comme lièvre, donc c'est à ce moment-là qu'on prend réellement la mesure du potentiel de la machine, des changements de réglage, ce qui engendre comme gain de vitesse ou perte de vitesse. Et c'est à ce moment-là qu'on se l'approprie et on apprend vraiment, réellement à la régler, dans sa finesse. Toute cette phase dans la Manche, le long des côtes sud anglaises, il y a un vent pas très établi, et puis surtout il y a un moment donné avec une zone de vent qui n'est pas du tout la même à terre et une zone de vent au milieu de Manche. On a une droite plus vite que prévu, savoir si on prend cette petite droite pour recoller aux concurrents ou si on s'enfonce tout droit dans la baie. Les neurones s'agitent fortement. Et là, il y a un peu scission, il y a un peu 2 équipes, quoi. Il y a l'équipe de la terre et l'équipe du large. Ceux qui sont partis au large, ça n'a pas bien marché. Et ça se joue plutôt à terre. Et donc, il y a une nouvelle masse d'air qui arrive. Et c'est un peu le jeu à qui sera le premier à toucher la nouvelle masse d'air. Et ce petit jeu-là, ça permet à Actual Ultime 4 de revenir au contact des autres. Et là, au sud des côtes anglaises, le vent est toujours pas simple, changeant. On sait qu'on a une transition un peu particulière à anticiper. On fait une bonne première option, un peu au premier petit événement météo qui se passe au début de la côte anglaise, une fois sorti du Solent, où là il y a une petite zone sans vent, une petite bulle qui fait un peu obstacle pour tout le monde et il faut se placer par rapport au vent qu'on aura après. Et on est les premiers à rentrer dans une baie qui se situe sur le sud de la côte anglaise. On trouve ce nouveau vent dans les premiers, ce qui nous permet de recroiser un peu plus loin en tête de la flotte au contact avec le trimaran SVR qui lui avait fait quasiment tout bien depuis le début. Ah, c'est SVR ça. Oui, ça c'est SVR. Il fait un peu des trucs bizarres. Et on recroise devant toute la flotte en tête, bord à bord avec SVR Lazartigue. À ce moment-là, y a de la joie et de la satisfaction. On montre qu'on est présent, on commence à comprendre notre machine, qu'on essaie de la faire avancer, mais on arrive aussi à tactiquer et à réfléchir en même temps à aller au bon endroit sur le plan d'eau. Et en tout cas, on fait un bord qui paye, qui nous permet de recroiser juste devant. Il y a de l'excitation, il y a de la compétition, et c'est exactement ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Ça nous a encore plus motivés. Ça y est, on est dans la cour des grands. On va revenir avec SVR et croiser en tête, donc franchement ça lance bien la course pour nous et ça met tout le monde dans un mode on est là pour faire la régate, pas pour avoir le pied sur le frein et pas pour être spectateur. On a un bateau qui nous permet de jouer devant et ça c'est aussi un peu nouveau pour Anto et pour l'équipe qui avait l'habitude de naviguer sur Actual 3.
On est en équilibre, le bateau bien réglé et on est en tête de la flotte du Fastnet et donc on peut pas rêver mieux globalement. Il y a un petit peu d'aide sous Zoulou, à gauche de Zoulou. Ouais, tu veux? Ok, on reste à ton nom. Ok, parfait. On passe Loïc Perron, on a vu les vidéos après et il nous filme. Il passait juste à côté. À ce moment-là, le bateau il était vraiment super bien réglé, aérien, stable, la mer était plate, il faisait beau, il y avait du vent. C'était vraiment, comme on dit, sailing champagne, quoi. Et c'est des conditions de rêve. Je me dis secrètement, c'est quand même la classe, mais je sais quand même d'expérience que ça reste un début de course. Que voilà, il ne faut pas prendre les rêves pour des réalités trop vite, parce que la situation évolue quand même assez rapidement. Quand on approche des Scilly, on trouve que Bangpop revient vraiment rapidement sur nous et que SVR s'en va vraiment rapidement. Donc comme on en est qu'au début de la prise en main du bateau, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qu'on fait pas bien. Et là, à ce moment-là, on sent que le bateau, il est en dessous de ses capacités. Il est ralenti, freiné, mais on doute toujours à ce moment-là. On n'a pas senti de moment d'arrêt brusque. On voit qu'il y a un souci. Sur les cartos, avec du retard en plus, on voit qu'il y a un stop. On se dit surtout, j'espère qu'ils n'ont pas tapé quelque chose, que ça n'a pas cassé. Puis une collision à ces vitesses-là, ça doit être catastrophique. Les 5 ultimes sont quand même les bateaux de course au large les plus rapides du monde.